Je vais me permettre de rebondir sur quelques parties, mais notamment une partie dont tu avais parlé dans notre préparation, mais que tu n'as pas forcément cité aujourd'hui, à savoir le fait que eh bien, les données ne servent pas seulement à valider les choix, mais elles servent plutôt à les améliorer. Et ça, je pense que c'est un point effectivement important. Vous parliez de l'évolution des comportements des collaborateurs. C'est bien d'avoir cette évolution, mais maintenant, il faut aussi utiliser cette évolution pour continuer à soit valider, soit améliorer les choix. Nous, ça fait partie d'ailleurs de ce que l'on fait aussi hein, côté Headflex. Quand on accompagne nos clients dans le choix des contenus, on utilise toute cette donnée de formation pour sélectionner les meilleurs contenus, adapter la réponse que l'on va eh bien, faire à chacun de nos clients. Et je reviens également sur une autre partie, Pierre, dont tu parlais tout à l'heure, à savoir un enjeu de relier la formation aux compétences et donc à la performance de l'entreprise. Alors, tu nous as cité une chaîne à suivre, si je puis appeler ça comme ça, à savoir bien à partir de la formation, puis mesurer l'acquisition de compétences, la mise en pratique et donc l'évolution des comportements qui permet eh bien, d'avoir un impact, en tout cas d'avoir une vision sur l'impact opérationnel. Je pense qu'on a tous ça en tête et probablement les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont également cet enjeu en tête. Mais je pense qu'il y a aussi à ce moment-là une difficulté qui se pose. Finalement, comment relier justement cette acquisition de compétences, cette formation à eh bien, la performance de l'entreprise? Le lien n'est pas toujours évident. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous partager là-dessus, Pierre. Alors, déjà, peut-être il faut qu'on donne quelques définitions, parce que moi, ma manière de l'expliquer, ce sera comment est-ce qu'on fait des vrais liens entre la formation et la performance. Et ça, dans le jargon technique, pas que dans la formation, d'ailleurs, dans plein de domaines métiers, on parle de liens de causalité et à ne pas confondre avec les liens de corrélation. Alors, pour déjà qu'on comprenne ça, j'ai pas retrouvé qui est la personne qui m'avait raconté cette histoire, donc je peux plus citer ma source, mais j'ai retenu en tout cas l'histoire. C'est quand on regarde les graphiques entre l'évolution des attaques de requins qu'il y a sur les plages dans les pays où il y a des océans et des requins, et la courbe de vente de glace, on peut voir qu'il y a exactement les mêmes pics, hein, ça progresse petit à petit, un pic à l'été, puis ça redescend jusqu'à décembre, selon où on est sur le continent. Les courbes, elles évoluent en même temps, donc là, on peut considérer qu'il y a une corrélation. Par contre, est-ce que l'un est lié à l'autre et cause l'autre? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le fait que ce soit l'été, donc il fait chaud, donc les gens vont à la plage, puis il y en a qui prennent des glaces et il y en a d'autres qui vont se baigner. C'est ma manière la plus simple d'expliquer ce sujet qui est extrêmement compliqué dans le monde de la formation, où on va chercher souvent, et je pense à tort, trop de causalité. Parce qu'en fait, c'est quasiment impossible. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de se dire on va chercher absolument un ROI, retour sur investissement direct, un lien de causalité, parce que dans plein de cas, on ne pourra pas vraiment l'avoir. Quand on pense qu'on peut avoir un lien de causalité de tout le long de la chaîne, et qu'on se dit, tiens, là, vraiment, on a formé, ça a vraiment permis d'avoir ces compétences qui engendrent ces comportements qui sont transférés en situation de travail, qui ont tel impact opérationnel et qui ont un impact mesurable sur la performance de l'entreprise. Bon, bah là, très bien, mais pour moi, c'est 5% des projets de formation où on va pouvoir le mesurer. Dans ce cas-là, quand même deux conseils. Déjà, il faut rester humble, parce que si ça se trouve, c'est une corrélation, on ne s'en est pas aperçu. Dans, Souvent, on prend l'exemple, je trouve le plus simple, des métiers commerciaux, de se dire, tiens, est-ce que leurs ventes ont augmenté? Carole, dans la session d'avant, justement, prenait cet exemple-là. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas le marché, le contexte de l'entreprise, la motivation des personnes? Très difficile de dire que c'est lié exclusivement ou en grande partie à la formation. Et à supposer qu'on ait de la causalité, il va falloir impliquer les parties prenantes pour que ce soit solide dans le discours et que, par exemple, les managers de ces commerciaux puissent dire, effectivement, moi j'ai pu observer que maintenant qu'ils utilisent les techniques de vente qu'ils ont appris, ils sont plus performants. Et je suppose que c'est grâce à ça qu'il y a une augmentation des ventes, mais il y a vraiment eu l'impact dont on avait besoin. Et c'était ça l'objectif. Avant même d'augmenter les ventes, c'était d'être sûr qu'ils utilisent les bonnes techniques commerciales. Et ça marche dans tous les sujets. Et donc, vu que c'est 5% le lien de causalité, je pense que souvent, il faut plutôt accepter et assumer qu'on va faire de la corrélation, parce qu'en fait, quand on mise sur le capital humain, ce n'est pas une science exacte. Et donc, c'est plutôt une question de culture d'entreprise, condition d'avoir l'équipe de direction qui est compatible avec ça, de se dire, voilà les objectifs qu'on a, voilà la formation qu'on va mettre derrière, et on va suivre tel et tel indicateur. Et s'il y a une corrélation, eh bien, on va s'en satisfaire. Peut-être qu'il y a aussi d'autres éléments externes, mais si on ne fait pas ça, ça va être trop dur de valoriser pour moi la formation. Et c'est un piège d'être perfectionniste, surtout que, rappelez-vous le paradoxe dont je vous ai parlé au début, si on veut aller mesurer beaucoup trop de choses, au final, ça prend tellement de temps, et c'est quelque chose d'administratif, que les apprenants eux-mêmes ne le font pas.
Allez, s'il faut aller un peu plus loin, dans ce cas, on va sur des évolutions de comportement précis. Une formation managériale, on va aller aussi questionner les personnes pour que, si on a fait une formation management participatif, est-ce que vous avez trouvé que votre manager, il faisait plus de réunions où il laissait la parole aux personnes, vous pouviez plus contribuer aux décisions, mais de ne pas aller beaucoup plus loin, à mon avis, là aussi, ce serait contre-productif. Auquel cas, on se retrouve dans une situation où on peut avoir des données de suivi qui vont vraiment insuffler non seulement les décisions formation, mais aussi les décisions financières, parce que, on l'a vu dans le baromètre de Headflex, 75% des responsables formation se sentent encore soumis à une pression liée au ROI qui est importante. Donc ROI, d'accord, nous on va plus parler de ROE, le retour sur les attentes, est-ce qu'on a atteint les objectifs? Et puis le lien avec la performance de l'entreprise, il est censé en découler si on a compris que des équipes bien formées faisaient bien leur travail. Alors, j'ai vérifié pendant que tu parlais sur le chat, personne ne t'a contredit sur les requins et les Pas glaces. encore. Donc, on est encore dans la bonne définition. Et tu parlais de passer de ROI à ROE, du coup, et cette pression que ressentaient les responsables formation. Marie-Claude, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens également chez Talentia? Alors oui, surtout, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les sociétés ont des budgets contraints. On a des objectifs de transformation. La formation, c'est un outil. Donc oui, il faut quand même que lorsqu'on investit dans la formation, on y croit un peu et on se dit que ça va changer quelque chose. Donc oui, ça reste important de se dire qu'on va pouvoir mesurer l'impact. Alors, le résultat d'une formation n'est pas mesurable en tant que tel. En revanche, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, observer des changements de comportement. Après, les changements de comportement peuvent être multifactoriels. Ouais. Donc, on n'est pas sur une chaîne de production, on a une activité monotâche et on peut mesurer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Ceci étant, lorsqu'on observe des changements de comportement et que ça amène de la satisfaction, par exemple un turnover en baisse dans une équipe, la mise en place de rituels, le fait que le manager soit content, en fait, lorsque le collaborateur revient, d'avoir pu constater qu'il a mis en place, voilà, sont des faisceaux d'indices qui nous permettent quand même de nous dire qu'il y a peut-être un retour sur investissement parce que ces rituels, même s'il faut les faire vivre dans le temps, bah, ils ont été mis en place, ils ont été pratiqués, donc, et le bénéfice peut être reconnu. Donc voilà, il faut continuer quand même de se dire que voilà, on peut aller chercher un retour sur investissement. Ça reste encore un peu subjectif, mais c'est quand même important. Et c'est primordial parce que sinon on n'investit pas dans la formation si on se dit que c'est qu'un centre de coût et que voilà, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc il faut quand même continuer de croire que la formation a un impact. Ça, c'est le premier point. Nous, en fait, chez Talentia, on va un petit peu plus loin dans notre démarche de mesure du besoin en formation. On croise les données. On va aller croiser les données. On a parlé tout à l'heure du nombre de données dont on disposait. On va croiser les données parce qu'on a besoin de faire des investissements stratégiques. Talentia, c'est une société avec une pyramide déjà inversée. Donc, dans quelques années, on sait qu'on va avoir un pic de départ en retraite sur des compétences clés qui sont anciennes, mais que nos clients, dont nos clients ont encore besoin. Donc, en croisant ces données avec les données pyramide des âges, avec les données de compétences dont on dispose, ça nous donne une orientation stratégique sur les investissements qu'on doit faire, sur les méthodes qu'on doit utiliser pour pouvoir assurer ce transfert de compétences et mesurer ce transfert de compétences a posteriori. Donc, la formation en tant que telle, c'est pas suffisant. Il faut la croiser avec d'autres données pour pouvoir voilà, se dire que la formation est un investissement stratégique qui va permettre d'avoir un retour sur investissement et de stabiliser nos compétences en interne, surtout les compétences stratégiques sur lesquelles on a une crainte forte dans les 2-3 prochaines années. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder sur la nécessité en fait de rester modeste sur la donnée formation, mais quand même s'assurer quand même qu'il y ait une corrélation entre la formation et le retour sur investissement et les comportements qu'on constate ultérieurement. Voilà. Pour faire peut-être à nouveau revenir sur une ouverture que tu faisais tout à l'heure également, Pierre, tu parlais de l'IA et de comment ça peut nous aider aussi dans certains comportements, dans certaines récupérations de données. Est-ce que sur ce sujet justement de causalité, de corrélation et finalement de lier la formation à la performance de l'entreprise, est-ce que l'IA peut également nous aider sur ce sujet? Alors, en théorie, oui. Je dis en théorie parce que
pour que l'IA fonctionne bien, on sait maintenant, particulièrement en RH, qu'il faut que les données soient qualitatives et interprétables par l'intelligence artificielle, qui ne comprend pas vraiment ce qu'elle analyse et ne comprend pas vraiment ce qu'elle nous répond. Par contre, si on a toutes les données dont on est en train de parler, qui sont clairement exposées, et qu'on l'utilise, alors soit dans des solutions pensées pour ça, en général c'est plus efficace et plus fiable, soit qu'on essaye via des IA, on va dire grand public, Gemini, Mistral, etc. En théorie, on pourrait, l'IA elle est très forte pour analyser beaucoup de données et faire, et là je vais choisir volontairement le mot, des corrélations pour nous laisser supposer qu'il peut y avoir un lien entre telle action ou tel besoin et l'impact qu'on a eu dans le quotidien. Par contre, une fois de plus, l'IA, elle ne va pas remplacer l'humain. Elle va faire des suppositions pour que nous, avec notre expérience de responsable formation ou responsable RH, on puisse se dire « Ah mais oui, ça, je n'avais pas pensé à le valoriser très bien » ou ça, non, en fait, l'IA, elle n'a pas compris ou elle n'avait pas assez de contexte. Mais ça, c'est lié à une évolution, comme tu l'as dit, c'est multifactoriel. C'est lié au marché, c'est lié à des équipes qui ne communiquent pas bien dans notre entreprise. Bref, c'est lié à tout un tas d'autres sujets. Est-ce qu'il faudrait déjà utiliser l'IA pour ça? Je ne sais pas s'il y a des solutions hyper spécialisées là-dedans, auquel cas je serais curieux d'aller voir, parce que là, ça peut créer de la valeur, d'essayer de le faire soi-même sur une IA générative, même si on est très fort pour faire des prompts. Je pense pas que c'est là qu'on gagne du temps et en efficience.